Cette nuit-là, ils trouvèrent l'enfant mort, enterré dans le jardin de sa propre maison. Mais le plus troublant n'était pas ça. C'était que le tueur était son voisin, un homme riche, respecté, aristocrate même, qui avait dîné avec les parents, la veille du meurtre exactement. 8 janvier 1976, 3, quartier résidentiel chic, maison des Bertrand, avenue des Marronniers. Philippe Bertrand, 8 ans, ne rentre pas. 19h, sa mère appelle la police, voix tremblante. Mon fils a disparu. Il jouait dehors. Maintenant, il est parti. La police arrive, interroge les voisins tous. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Sauf un homme, Patrick Henry, 42 ans. Il habite la maison d'à côté exactement. Mention immense. Jardin de 2 hectares. Fortune héritée. Famille noble. Célibataire discret. J'ai vu Philippe jouer vers 17h. Puis il est parti. Je ne sais pas où. Sa voix était calme. Trop calme peut-être. Mais personne ne soupçonnait rien encore. Parce que Patrick Henry était l'un d'eux. Patrick Henry, né 1934. Fortune de millions. Château familial. Collection d'art. Diplôme prestigieux. Il siégeait au conseil de 3 fondations. Le jour, homme d'affaires respecté. Gala. Vernissage. La nuit, il disparaissait dans sa mansion. Seul. Toujours seul. Depuis toujours maintenant. Il n'avait jamais été marié, jamais. Pas d'enfant. Pas de famille proche. Juste sa fortune. Et ses secrets nombreux. Les Bertrand le connaissaient depuis 5 ans. Bon voisin. Relations. Cordiales. Dîners occasionnels. Patrick semblait apprécier le petit Philippe. Il lui donnait des bonbons parfois. Lui montrait sa collection de voitures anciennes. Il est si gentil avec Philippe. Madame Bertrand disait ça souvent aux amis. Elle ne savait pas encore la vérité. La recherche commençait immédiatement ce soir-là. Police, pompiers, voisins, chiens, tous cherchaient. Ils fouillaient les bois, les champs, les routes. Philippe Bertrand, 8 ans, cheveux blonds, yeux bleus, pull rouge, jambes bleues, basket blanche neuve, sourire sur toutes les photos de famille. L'inspecteur Daniel Rousseau prenait l'affaire en main. 55 ans, 30 ans de police, visage marqué, yeux fatigués mais déterminés toujours. Il interrogeait tous les voisins un par un. Patrick Henry était interrogé le 2e jour. Monsieur Henry, parlez-moi de Philippe. Gentil garçon, poli, toujours souriant vraiment. Vous le voyez souvent alors. Parfois, quand il jouait dans son jardin, vous lui parliez régulièrement donc. De temps en temps, je lui montrais mes voitures. Patrick souriait en parlant. Sourire doux, triste même. Les enfants me manquent, je n'en ai jamais eu. Rousseau notait tout, rien ne semblait suspect. Mais quelque chose le dérangeait légèrement quand même. Patrick était trop calme, trop contrôlé, trop parfait. Les parents paniquaient, les voisins pleuraient, tout le monde tremblait. Mais Patrick restait serein, presque détaché même. 3 jours passaient, aucune trace de Philippe. Les parents donnaient une conférence de presse. Larmes, supplications. Rendez-nous notre fils. Patrick assistait à la conférence aussi là. 1er rang, costume sombre, visage grave approprié. Rousseau l'observait depuis le fond de salle. Et là, il remarquait quelque chose d'étrange. Patrick regardait les parents, mais sans émotion. Ses yeux étaient effrois, vides, calculateurs presque, comme quelqu'un qui observe un spectacle seulement. Rousseau décidait de creuser plus, profond maintenant. Il vérifiait le passé de Patrick Henry. Enfance privilégiée, pensionnat suisse, Sorbonne, Oxford. Rien d'anormal, rien de suspect du tout. Mais il y avait un détail. En 1958, affaire classée sans suite, une fillette de 7 ans avait disparu, dans le village où Patrick passait l'été. Elle avait été retrouvée 3 jours après, vivante, dans les bois, traumatisée complètement. Elle disait qu'un monsieur gentil l'avait gardée, mais elle ne pouvait pas l'identifier clairement. L'enquête avait été abandonnée, pas de preuves. Patrick n'avait jamais été officiellement soupçonné alors. Rousseau sentait quelque chose. Une intuition forte. Il retournait voir Patrick le 5e jour. « Monsieur Henry, j'ai quelques questions encore. »« Bien sûr, inspecteur. Je veux aider vraiment. Où étiez-vous le 8 janvier après-midi ?»« Chez moi, seul. Je travaillais dans mon bureau. Quelqu'un peut confirmer votre présence là ?»« Non. J'étais seul. Comme d'habitude, toujours. »« Vous n'avez pas de personnel domestique ?»« Si, mais ils partent à 16h chaque jour. » Donc Patrick était seul après 16h. Exactement quand Philippe avait disparu mystérieusement. « Puis-je visiter votre propriété, monsieur Henry ?» Patrick hésitait.
Première faille visible là. Pourquoi? Vous pensez que Philippe est ici? Je dois vérifier toutes les possibilités. Je comprends. Mais j'aimerais un mandat d'abord. Rousseau notait. Pourquoi demander un mandat officiel? Les innocents coopèrent généralement. Immédiatement toujours. Rousseau obtenait le mandat le lendemain matin. Perquisition complète de la mention de Patrick. Police, chien, équipe technique. Tous entraient. La mention était immense. 20 pièces, 3 étages, cave gigantesque, grenier, garage, dépendances multiples. Il fouillait pendant 8 heures complètes exhaustives. Rien. Aucune trace de Philippe nulle part. Patrick observait. Bras croisés. Sourire léger, étrange. Vous voyez, inspecteur? Rien du tout ici. Rousseau était frustré, mais pas convaincu encore. Il demandait à fouiller le jardin aussi. 2 hectares, pelouse, arbres, massif de fleurs. Les chiens reniflaient partout, sans arrêt, sans succès. Puis, l'un des chiens s'arrêtait net soudain, près d'un massif de roses anciennes blanches. Il grattait, aboyait, refusait de bouger maintenant. Le maître chien appelait « Inspecteur ! Ici, vite !» Rousseau courait. Son cœur battait trop fort. Il creusait, 30 cm, 50, 70. Et là, il voyait quelque chose de terrible. Un petit pull rouge, sale, déchiré. Il creusait encore, plus profond, plus vite. Et il trouvait Philippe Bertrand enterré là. 8 ans, mort, corps froid, visage paisible, comme s'il dormait simplement dans la terre. Rousseau se retournait vers Patrick Henry immédiatement. Patrick était devenu blanc comme neige soudain. Ses mains tremblaient, ses lèvres aussi maintenant. « Monsieur Henry, vous êtes en état d'arrestation. » Patrick ne résistait pas. Il baissait la tête. « Je veux un avocat. Maintenant tout de suite. » Au commissariat, Patrick refusait de parler d'abord. Son avocat arrivait. Maître Bernard Deschamps. Célèbre. « Mon client ne dira rien sans ma présence. » Rousseau attendait. Préparait son interrogatoire soigneusement. L'autopsie révélait des détails glaçants, horribles maintenant. Philippe était mort par strangulation lente calculée, entre 18h et 19h le 8 janvier, exactement l'heure où Patrick était seul. Mais il y avait autre chose, des traces de sédatifs dans le sang, chloroforme, dose importante, assez pour endormir rapidement, et des fibres, sous les ongles de Philippe, laine cachemire, gris foncé, haute qualité luxueuse. Patrick portait un pull cachemire gris ce jour. Rousseau le confrontait avec ses preuves maintenant. « Les fibres correspondent à votre pull. » Patrick regardait son avocat, puis le sol. « Je ne sais pas comment c'est possible. Philippe s'est défendu. Il vous a griffé. »« Non, c'est impossible. Je n'étais pas là. Où étiez-vous alors exactement, monsieur Henry ? » ?»« Chez moi. Je vous l'ai déjà dit. Seul, sans témoin. Très pratique ça. » L'avocat intervenait. Mon client a répondu « Inspecteur ». Rousseau changeait de tactique complètement maintenant. « Patrick, pourquoi Philippe était dans votre jardin ?» Patrick fermait les yeux. Respirait profondément, lentement. « Je ne sais pas. Quelqu'un l'a mis là. Quelqu'un. Qui exactement alors, Patrick ? Je ne sais pas, je le jure. Vous dîniez avec Léa. Bertrand la veille. Oui, nous sommes voisins. C'était normal. Philippe vous faisait confiance complètement alors. » Patrick ne répondait pas. Ses mains tremblaient. Il vous suivrait n'importe où, n'est-ce pas? Silence absolu. Patrick transpirait maintenant visiblement. Si vous lui disiez « Viens voir mes voitures », il viendrait sans hésiter une seconde. Patrick commençait à pleurer. Larmes silencieuses, froides. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. » L'avocat se levait. Cette conversation est terminée maintenant. Trop tard. Les aveux partiels étaient enregistrés. Mais Rousseau voulait comprendre pourquoi exactement. Pourquoi un homme riche, respecté, cultivé même, ferait quelque chose d'aussi monstrueux à un enfant. Il fouillait encore plus profond dans le passé, et il découvrait des choses terrifiantes cachées. En 1955, une fillette disparue, jamais retrouvée. Village près du château familial de Patrick. En 1962, un garçon disparu, retrouvé mort, près d'une propriété que Patrick louait alors. En 1968, une autre fillette, disparue, jamais retrouvée. Région où Patrick passait ses vacances d'été. 4 cas, sur 20 ans, jamais reliés ensemble. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Philippe Bertrand mort. Patrick Henry n'était pas qu'un meurtrier. C'était un prédateur, qui tuait depuis des décennies. Rousseau le confrontait avec ses cas anciens. Vous reconnaissez ces noms, ces visages innocents.
Patrick regardait les photos. Enfant souriant, vivant avant. Non, je ne les connais pas. Vous étiez là. Chaque fois, chaque mort. Coïncidence. Rien de plus que ça. 4 coïncidences. Sur 20 ans. Impossible. L'avocat tentait de protéger son client encore. Pure spéculation, inspecteur. Aucune preuve solide. Mais Rousseau savait qu'il tenait quelque chose. Il continuait à creuser, jour et nuit. Il interrogeait l'ancien personnel de Patrick. Femme de ménage, jardinier, chauffeur, cuisinière. Tous racontaient la même chose étrangement. Patrick aimait être entouré d'enfants toujours. Il organisait des goûters pour les enfants du quartier. Il donnait des jouets, des bonbons, des cadeaux. Il était si généreux avec eux. Mais certains ajoutaient autre chose, plus troublant. Parfois, il devenait bizarre, trop attaché même. Il fixait les enfants, trop longtemps, trop intensément. Ça me mettait mal à l'aise, vraiment. Une ancienne gouvernante racontait quelque chose de pire. En 1960, j'ai vu quelque chose. Dans le grenier, une pièce fermée, toujours. J'ai ouvert par accident un jour. Il y avait des photos, des dizaines partout. Photos d'enfants, partout sur les murs collés. Certains que je reconnaissais du quartier, d'autres inconnus, peut-être morts déjà. Patrick m'a surprise. Il est devenu furieux. Il m'a renvoyé le jour même immédiatement. Rousseau retournait à la mansion avec mandat. Il montait au grenier, 3e étage, porte verrouillée. Il forçait la porte. Elle s'ouvrait difficilement. Et il découvrait l'horreur absolue complète là. Une pièce entière tapissée de photos d'enfants. Des centaines, peut-être des milliers même là. Garçons, filles, de 5 à 12 ans. Certains jouaient, d'autres souriaient, d'autres dormaient étrangement. Et dans un coin, un cahier noir. Rousseau l'ouvrait. Ses mains tremblaient, maintenant. C'était un journal, tenu depuis 1953. Patrick y décrivait ses rencontres avec enfants, les dates, les lieux, les noms parfois, et ce qu'il leur avait fait. Exactement. Rousseau lisait. Il devenait vert, envie de vomir. Mon Dieu, c'est un monstre, un vrai monstre. Le cahier mentionnait au moins 15 victimes, sur 23 ans, 15 enfants, peut-être plus. La plupart jamais identifiés, jamais retrouvés, disparus. Rousseau confrontait Patrick avec le cahier noir. « Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ces horreurs. » Patrick regardait le cahier, puis fermait les yeux. « C'est ma maladie. Je ne peux pas m'arrêter. Votre maladie. Vous, appelez ça une maladie. Depuis l'enfance, j'ai toujours été comme ça. Vous avez tué 15 enfants, peut-être plus. » Patrick pleurait maintenant. Vraiment. Profondément même. Je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Après chaque fois, je me jurais, plus jamais. Mais quelque chose en moi, quelque chose de noir, me poussait. Encore, toujours plus. L'avocat tentait d'intervenir encore une fois. Mon client est malade, il a besoin d'aide. Votre client est un tueur en série. Il a détruit 15 familles au moins. Le procès commençait 6 mois plus tard, juin 1976. Cour d'assises de Troyes, salle comble, presse internationale, famille des victimes. Patrick Henry assis, menotté, visage vide maintenant. L'accusation présentait les preuves, une par une, le cahier noir, les photos, les témoignages multiples, les fibres, l'autopsie, les cas anciens reliés. Tout formait un tableau accablant absolument. Maître Deschamps tentait de défendre l'indéfendable quand, même, mon client est malade, pas criminel vraiment. Il souffre d'une pathologie psychiatrique grave. Il a besoin de soins, pas de prison. Mais le procureur détruisait cette défense facilement. Patrick Henry savait ce qu'il faisait. Il planifiait, il cachait, il mentait. Ce n'est pas de la maladie, c'est du calcul. Il a enterré Philippe dans son jardin. Il a nettoyé les preuves. Il a joué l'innocent. Un malade ne fait pas ça. Un monstre calculateur le fait. Les parents de Philippe témoignaient, effondrés complètement. Nous lui faisions confiance. Totalement. Complètement. Il dînait chez nous. Il était notre ami. Il jouait avec notre fils, notre unique enfant. Et pendant ce temps, il planifiait déjà. Madame Bertrand s'effondrait en sanglots terribles. Je lui donnais mon fils. Je le laissais partir. Comment ai-je pu être si aveugle? Monsieur Bertrand fixait Patrick, yeux remplis de haine. Vous nous avez volé notre vie entière, notre fils, notre joie, notre avenir aussi. J'espère que vous souffrirez, chaque jour, chaque nuit. Patrick baissait la tête. Il ne regardait personne.
Le verdict tombait après 3 semaines de procès. Coupable de meurtre, de kidnapping, d'agressions multiples. La peine, perpétuité réelle, sans possibilité de libération. Mais quelque chose d'étrange se produisait après. Patrick demandait à parler au tribunal encore. « J'ai quelque chose à dire, quelque chose d'important. » Le juge acceptait. Dernière déclaration de cas. L'accusé. Patrick se levait, visage grave, voix tremblante. « Je veux que les familles sachent. Je veux qu'elles aient la paix enfin. » Et là, il commençait à parler des autres. Les 15 victimes mentionnées dans le cahier. Il donnait les noms, les dates, les lieux exacts, où il avait enterré les corps jamais trouvés. La salle devenait silencieuse. Personne ne respirait plus. Patrick parlait pendant 2 heures, complètes entières. 15 enfants, 15 familles, 23 ans de mensonges. Je ne demande pas le pardon. Je sais que c'est impossible maintenant. Mais je veux que les familles sachent. Qu'elles puissent enterrer leurs enfants dignement. C'est tout ce que je peux faire. Les fouilles commençaient immédiatement après le procès. Police, experts, chiens. Ils suivaient les indications. Et ils retrouvaient les corps, un par un, 13 sur 15, enterrés dans des lieux divers. Jardins, forêts, terrains abandonnés, propriétés familiales anciennes. 2 corps jamais retrouvés. Trop anciens peut-être. Patrick Henry était transféré en prison haute sécurité. Isolement complet, surveillance constante, protection même, parce que les autres prisonniers voulaient le tuer. Les tueurs d'enfants ne survivent pas longtemps, mais quelque chose d'inattendu se produisait ensuite. Patrick recevait des lettres, des centaines chaque mois, pas de menaces, pas d'insultes comme attendu, mais des questions, des demandes, des confessions même, d'autres hommes, avec les mêmes pulsions terribles. Qui voulait comprendre? Qui demandèrent de l'aide? Patrick commençait à répondre, à correspondre, à conseiller. Ne faites pas ce que j'ai fait. Cherchez de l'aide, parlez, consultez quelqu'un, avant qu'il soit trop tard pour vous. Il devenait une sorte de conseiller étrange, paradoxal. Un monstre qui aidait d'autres monstres potentiels à ne pas devenir ce qu'il était. Les psychiatres l'étudiaient, pendant des années entières, essayant de comprendre comment quelqu'un, comme lui, riche, éduqué, intelligent, cultivé même, pouvait devenir un tueur d'enfants en série. Docteur Leblanc l'interrogeait pendant 5 ans. « Patrick, quand avez-vous su que vous étiez différent ?» À 7 ans, j'ai réalisé que j'aimais faire mal. Aux animaux d'abord, puis aux autres enfants. Et personne ne remarquait, parce que j'étais riche, parce que j'étais poli, bien élevé, parfait dehors, mais dedans, j'étais déjà mort depuis toujours. Pourquoi vous n'avez jamais cherché d'aide avant? Parce que je pensais pouvoir contrôler ça, et parce que j'avais honte. Trop honte. Dans ma famille, on ne parle pas de faiblesse. On cache, on enterre, on fait semblant. Comme j'ai enterré ces enfants finalement aussi. 15 ans après le procès en 1991, Patrick Henry mourait en prison. Crise cardiaque, 57 ans, seul dans sa cellule froide. Personne ne vint à son enterrement. Pas de famille, pas d'amis, personne du tout. Juste un prêtre et 2 gardiens. Obligé. Il fut enterré dans un coin reculé, sans nom sur la pierre, sans date même, juste un numéro, comme un objet enterré, mais son héritage restait, terrible, durable, éternel. Les familles des victimes ne guérirent jamais. 15 familles détruites, 15 trous béants, 15 vies volées. Madame Bertrand ne se remit jamais de Philippe. Elle mourut 10 ans après, cœur brisé complètement. Monsieur Bertrand vivait encore, en 2024 maintenant, 92 ans, seul, visage marqué par douleur. Il garde une photo de Philippe, sur chaque mur. Je pense à lui chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il aurait 48 ans maintenant. Il serait père. J'aurais des petits-enfants. Mais tout ça, volé par un monstre riche. L'affaire Patrick Henry changea les lois françaises. Protection de l'enfance renforcée, surveillance accrue, peine durcie, mais aussi quelque chose d'autre, plus profond encore. Elle montra que le mal n'a pas de classe sociale, que les monstres portent parfois des costumes, que l'argent ne protège pas de la folie, et que personne, absolument personne, n'est au-dessus de soupçons. 48 ans après, l'histoire de Patrick Henry reste l'une des plus choquantes de France, pas à cause de la violence seulement, mais à cause de la trahison absolue. Un voisin, un ami, un homme respecté, qui était en réalité un prédateur mortel. Dans ce monde, le mal ne porte pas toujours un masque évident. Parfois il sourit,
Il dîne avec vous. Il joue avec vos enfants. Jusqu'au jour où il les détruit complètement. Est-ce que vous faites confiance à vos voisins? Est-ce que vous savez vraiment qui ils sont? Dites-le dans les commentaires maintenant ici. Parce que cette histoire n'est pas juste crime. C'est un avertissement, une leçon terrible, un rappel douloureux. Si vous voulez plus de crimes qui ont choqué, abonnez-vous maintenant. Ça commence ici même. Semaine prochaine, l'affaire du vampire de Düsseldorf. Comment un homme ordinaire est devenu monstre. Nouveau cas chaque mercredi. À très bientôt ici. La vérité fait mal, mais elle protège aussi.